Et vous étiez connu À Lisbonne. à Lisbonne, oui. Pois é, Ao Saldanha, Ouais. à pastelaria. a pastelaria, conhecemos ainda aí. Je ne sais plus, c'était pas une pastelaria, c'était une gelaterie. A geladeria. Gelateria. Monte Branco. Monte Branco. Você tem Monte Branco. gelataria, Monte Branco. Monte que era, Branco. que era propriedade de um fascista italiano. Ah, bom. A pastelaria Monte Branco ao Saldanha da Gama. Exato. E depois, Je me Saldanha da rappelle, Gama. je me rappelle avec. C'était à la grande époque du ciné-clubiste Ouais. à Lisbonne. C'était le, Et le cinéma, le- c'était juste à le côté. quartier général des cinéphiles avant l'arrivée Exactement. des La- vrais cinéphiles de Fernando Lopes et de votre, de ta génération. Ouais, Non, mais 67, avec César, 16. qu'on avait un ticket de métro, il y en avait un qui passait et après l'autre passait sous la porte pour que le deuxième rentre Ouais, avec César, il y avait aux toujours séances de cinéma. Ah oui, oui, oui. Voilà, donc on s'est connus à Lisbonne, ouais. Et après, il y a... 70 ans. Oui. Et quand est-ce que vous avez pensé de venir à Paris? En réalité, quand j'étais enfant, les enfants ne naissaient pas dans les choux, ni c'était pas les cigognes. Les enfants venaient de France. Les parents écrivaient en France et après on recevait un enfant. Et moi j'ai toujours cru ça. J'ai toujours vécu dans l'idée que j'étais d'origine française. Bon. Et donc, vous êtes... L'idée de venir m'installer à Lisbonne, ça a été accentué quand tous mes amis ont commencé à partir pour des raisons. Oui, un rapport à ce qui se passait. À ce qui se passait à ce moment-là. Ouais. J'étais tout seul à Lisbonne. Ouais. Et je suis venu à Paris sans un sou. Et j'y suis resté jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Et je sais que vous m'avez transmis, quand j'ai travaillé dans cet atelier que vous aviez rue Belleville, que vous aviez cette passion par la ville de Paris. Ah oui, j'adore Paris. Hein? Et d'ailleurs, j'ai un coup de foudre pour Paris. J'y ai passé une très belle époque, au début, c'était magnifique, et j'aime beaucoup la ville. Sentir la ville sous mes pieds, j'adore ça. Oui. Mais maintenant, je n'y vais plus, j'habite à un quart d'heure de Paris. Mais je n'y vais plus, mais j'adore Paris. Et je veux rester à un quart d'heure de Paris, pas plus loin. Mais donc, vous êtes venu dans les années 60, et ce qui était la différence entre vous et la plupart des gens qui, à l'époque, étaient venus pour des questions politiques et autres, c'est qu'eux tous, la plupart, pensaient revenir au Portugal. Vous n'avez jamais ça? Moi, je n'ai jamais pensé ni revenir, ni rester. Mais je suis resté, par inertie. Remarquez, ça fait 62 ans que je suis là, je suis toujours de nationalité portugaise. Oui. Je n'ai jamais repris la nationalité. Mais je n'ai jamais pensé retourner au Portugal, pays avec lequel je m'entends très mal. Oui. J'ai de très mauvaises relations avec le Portugal que j'ai connu, pas le vôtre, qui est plus jeune. Avec le vieux, si j'avais des souvenirs, il ne serait pas bon. Donc, je ne suis jamais retourné. J'y retourne en vacances, mais pas pour vivre. Mais pendant cette première période et tout ça, pendant que vous aviez des rapports un peu amicaux et permanents avec les gens, tu vois, comme des peintres, des gens qui étaient là. Il y avait tout un groupe de jeunes qui, pour des raisons politiques ou militaires, étaient là. À l'époque, il s'était réuni un grand groupe de jeunes Portugais avec lesquels je suis devenu ami. On vivait là-dedans, dans ce groupe, en effet. De cette période, hein, on parle d'il y a 60 ans. Oui, absolument. Il y a plus de 60 ans. Mais vous avez des gens qui vous étaient beaucoup plus proches, qu'on a un peu parlé dans ces gens-là. Vous étiez proche il y avait 3 ou 4 que vous avez maintenu une amitié pendant longtemps. Oui, je ne vais pas citer de nom, mais j'avais 3 ou 4 ou 5 même peut-être,
avec qui j'ai maintenu des relations amicales jusqu'à leur mort, parce qu'ils sont tous morts. Oui. Nous, on est là. Vous êtes là, mais vous êtes plus jeune. Non, non, Carlos Et est Carlos, encore là alors, aussi. Carlos, je suis plus âgé. Hein? Mais t'es venu en quel an? En quelle année t'es venu à Paris? Moi, le 6 janvier 62. Ah. Donc tu es plus ancien que moi. Moi, je suis arrivé en 65. Ah voilà, 3 ans après. je suis plus ancien que toi. Mais vous vous êtes retrouvés ici quand vous êtes venus un peu? On s'est retrouvés, mais je ne me souviens plus comment. Mais bon, on se connaissait très bien. Très bien. Très bien, on se fréquentait on à se Lisbonne. on se voyait au Portugal très souvent parce que lui, il était pratiquement chaque fois que je le voyais, il était un Brésilien. Ouais. La jambe croisée, il était énorme. Pour Ouais. moi, c'était très grand. Il fumait tout seul. Et donc, c'est pour ça que je ne sais pas comment je l'ai abordé, mais c'était un mec qui était curieux pour moi. C'était un type solitaire à Brésilien, il y avait toujours des groupes, et lui était solitaire. Et donc, vous êtes arrivé et comment c'est arrivé qu'on sait que cet atelier de Belleville, comment parce que pour moi, c'est... Parce qu'il fallait des moyens pour remplir la casserole du soir. Oui. Et à l'époque, la mode féminine était très en vogue. Oui. Et je fabriquais des objets qui se vendaient bien, qui ont eu beaucoup de succès d'ailleurs à l'époque, vous vous rappelez. Et c'était un expédient pour gagner, pour remplir la casserole du soir. Et moi, ce qui m'a étonné toujours, c'est ce rapport que vous avez eu, que vous avez eu avec des œuvres que vous créez. Parce que je vous rappelle que déjà à l'époque, parfois, je pense par manque d'espace, vous les détruisez. Parce que vous oui, tout a disparu. Tout a disparu. Et c'est quelque chose qui est assez étonnant de la part de quelqu'un, d'un créateur, tu vois, d'avoir cette espèce de rapport à ce qu'il fait. Donc un peu... Oui, je n'ai pas de... Une fois que c'est fait, c'est plus mon truc. Peut-être mon intérêt, c'est faire. Après, je ne m'intéresse plus. Oui. Tout a disparu. Mais l'épisode de l'atelier de la rue de Belleville, c'était donc un expédient. Mais parallèlement, je faisais aussi un petit peu de sculpture, Oui, ce qui donnait cet atelier très baroque à la fin, que j'aimais bien d'ailleurs. Parce qu'il y avait mes sculptures, plus les articles de mode, qui ont eu beaucoup de succès à l'époque, d'ailleurs. Mais c'était une période que j'ai fermée et auquel je n'y pense plus. Et comment, à un moment ou à l'autre, si vous voulez, d'abord, donc la plupart des peintres de cette période-là et des artistes sont retournés au Portugal et vous vous êtes retrouvé un peu un des seuls qui est resté ici. Oui, je suis un des rares qui est resté. Qui est resté ici. Parce que je n'avais pas de relation particulière avec le Portugal et c'est comme ça. Je suis un des rares qui est resté, c'est vrai. Toi, tu n'es pas peintre, donc tu ne fais pas partie du groupe. Oui, mais lui aussi, il est resté. Il a aussi un rapport très particulier avec le Portugal. Tu vois, donc, j'avais probablement pas le même rapport parce que j'avais un rapport d'hostilité ouverte. Hein. J'étais en guerre contre le Portugal. Moi, j'étais complètement... Même ta famille. À cause de ma famille. Je l'ai hérité, cette haine. Mais après, avec l'éloignement, j'ai fait la paix restant comme lui, j'ai pas envie d'aller au Portugal, d'aller au Portugal, oui. De vivre. Mais de vivre au Portugal, je pense même pas. Moi, maintenant, je suis comme les vieux amoureux. On n'a plus de relation du tout, mais je continue à être un grand amoureux de Paris, même si quand j'y vais, je suis épuisé. Je ne peux plus y aller. Mais j'ai besoin de savoir qu'elle est à côté. Mais enfin, c'est... Moi, je vois par la fenêtre Paris. Mais j'aime beaucoup Lisbonne aussi. Hein. Vous êtes retourné un peu... Je préfère ne pas y vivre. Ouais, mais vous êtes retourné plusieurs fois à Lisbonne en promenade. En promenade. En promenade. Ok. Et une autre chose. Et à ce moment-là,
quand vous créez des sculptures et des choses comme ça, si tu veux, ce qu'il y avait le sentiment de, est-ce que vous pensiez à l'époque vivre de ce que vous créez, ou vous n'avez jamais pensé à ça? Non, j'ai jamais pensé à ça. Donc c'est pour ça que... J'ai pensé être dans le métier, Ouais. dans la profession, si vous voulez, dans l'ambiance. Mais je n'ai jamais fait de projet de carrière, de vivre de ci ou de vivre de cela. Et surtout, à l'époque, je faisais surtout de la sculpture. Oui. Personne ne peut vivre de la sculpture surtout quand il est jeune. Oui. Donc, ça m'est arrivé de travailler dans des choses parallèles, mais je n'ai jamais eu de projet. Et voir à un moment, mais vous avez par exemple, comment à un moment, donc déjà quelques années après, quand la plupart des gens que vous connaissez étaient rentrés, comment à un moment, si vous voulez, vous arrivez à obtenir le prix Bourdelle? Ah, tiens. Ça c'est Martine qui connaît l'histoire. Parce que Carlos avait fait toute une série de sculptures magnifiques que je trouvais très très belles. Et il y avait ce prix Bourdelle qui était là, qui arrivait. Et Carlos n'a pas voulu se présenter. Il avait un book, des photos magnifiques, des sculptures que j'adorais et qui ont été choisies après. Et il a refusé de se présenter au prix Bourdelle. Donc je lui ai piqué son book. Je n'étais au courant de rien, moi. Je lui ai piqué son book et je suis allée. Et moi j'étais toute jeune, j'avais 20 ans, j'étais hyper intimidée par la petite fille de Bourdelle qui m'a reçue et qui me dit, qui regarde les photos. Excuse-moi, pas la petite fille, la fille. La fille, la fille de Bourdelle. La fille de Bourdelle. Elle regarde, lui. C'est tout juste bon à mettre sur un buffet de salle à manger, mais allez, vous me faites de la peine, je vais vous prendre le dossier. Et elle a pris le dossier de Carlos, et c'est Carlos, et moi j'étais sûre qu'il allait être lauréat, et c'est en 80, c'est ça? Ouais. En 81, ouais. T'as appelé, tu ne savais même pas que le ouais, je ne savais pas. Il a appris en même temps que j'avais déposé le dossier et qu'il était lauréat du prix Bourdelle. Et jusqu'à là, vous n'avez jamais eu une expo à vous? De sculpture, je ne crois pas, non. Non, de sculpture, non, pas du tout. C'était là. Moi, j'ai toujours eu un côté amateur. Je faisais ça toujours avec un côté amateur, au sens étymologique du mot. Donc, je n'ai jamais vécu de la sculpture, encore moins. Les jeunes peintres pouvaient gagner un petit peu de sous, mais pas les sculpteurs. Bon, non. Donc je n'ai jamais fait ce projet. Non. Et au Portugal, personne ne s'est jamais intéressé à votre œuvre? Pas vraiment, pas vraiment. Il faut dire que je ne les montrais pas. Oui, je sais. Donc c'était difficile Mais quand même, il y avait des gens qui étaient un peu au courant de ce que vous faisiez. Des amis, pas dehors. Pas... Tu as une exposition à Porto aussi. Pardon? À Porto, tu as une belle exposition. Où? À Porto? À Porto? De sculpture. À Porto? Oui. Beaucoup plus tard. Ah, c'est plus tard. Beaucoup plus tard. Donc, tu as une expo à Gulbenkian ici, avec des peintres, non pas de sculpture, mais avec des peintres, avec un groupe de peintres. Quand? Attends, là, j'ai retrouvé ça sur Internet. Oui, mais ça n'a pas d'importance. Les expositions, ce n'est pas mon affaire. Non. C'est pas mon affaire. Mais, je crois qu'il y avait Gonçalves Duarte, des gens comme ça. Peut-être, c'est possible, mais c'est pas mon affaire. Et jamais vous vous êtes intéressé à vendre ce que vous faites? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Mais... Je n'ai jamais cherché à le faire. Non. Oui. Et puis, de ce point de vue-là, la sculpture, à l'époque, c'était nul. Personne ne pouvait vivre de sa sculpture jeune. Personne. Oui, mais c'était mon truc. Et aujourd'hui, ce que j'ai fait sur peinture, au fait, c'est plutôt de la sculpture, mais peint. Oui. Donc, c'est ça qu'on va montrer. C'est pas de la peinture qui imite la sculpture, mais c'est pensé sculpturalement. Oui. C'est ça. Il me semble. Oui. Et c'est ça que vous voulez montrer là. Voilà, moi j'ai fait une sélection de choses que je vais envoyer à Lisbonne, c'est ça. Oui.
Mais ça, c'est une sculpture de 1960. Oui. J'avais 20 ans. Et celle-là, vous l'avez gardée jusqu'à maintenant? Oui, on me l'a amenée de Lisbonne et je l'ai gardée et je l'aime toujours. Elle est très âpre, c'est vrai, mais à l'époque, c'était... Elle était où, cette sculpture? Hein? Elle était où? Elle était à Lisbonne chez ma mère et un jour, Boët me l'a apportée en voiture et je l'ai gardée. C'est la seule. Et tu as réussi à la préserver, celle-là? Oui, elle est miraculeusement préservée. Ce que je voulais dire, c'est que donc je le connaissais depuis tout ce temps et j'ai découvert qu'il était sculpteur le jour où il a eu le prix Baudrel. En 81 seulement? Oui, et je l'ai invité, et comme je travaillais à la radio à ce moment-là, je l'ai fait, tu as probablement oublié, mais je t'ai fait une interview. Oui, sans rien savoir. J'avais dîné chez toi. Tu n'as pas jamais publié. Je ne sais pas, elle doit être là dans les archives. Non, elle a été radiodiffusée avec Georges Mertige. Tu es venu avec Georges Mertige. Tu ne voulais pas venir seul. Et tu es venu avec Georges Mertige et j'ai fait une longue interview. Je ne sais pas à propos de quoi, parce que je savais. On va essayer de la trouver. On va essayer de la récupérer. Elle doit être dans les archives de Radio France. On va essayer. Radio France Internationale. Ah oui, mais tout ça, c'est vieux. Oui. Je ne sais pas ce qu'il m'a dit. Je ne sais pas ce que je lui ai demandé. Mais la sculpture, c'est quelque chose qui vous avez fait, tu vois, des études de conservatoire, quelque chose, Carlos, ou la sculpture est venue simplement comme une... La sculpture m'est naturelle parce que quand j'étais gosse, on n'avait pas de jouets. Donc on jouait avec la terre. Oui. C'est tout bête. Et mes parents ont pensé que j'avais du talent. Et c'est eux qui m'ont poussé vers le milieu artistique et vers une formation artistique. Oui. Et je suis resté dedans. Mais la sculpture vient de là, c'est que je vivais à l'époque, quand j'étais enfant, dans un pays où on n'avait pas de jouets. On jouait avec ce qu'il y avait, les cannes, les bouts de bois, la terre, la glaise. Et j'ai manifesté, selon eux, un petit peu plus de talent que les autres. Et ils m'ont un peu poussé vers le... C'était où, à quelle partie du Portugal vous vivez à l'époque? À Alentejo. À Alentejo, ok. Au sud de Lisbonne. Et là, vous êtes venu à Lisbonne après? Après, j'ai fait les études à Lisbonne. Okay. J'ai passé l'adolescence à Lisbonne. Au fait, à Lisbonne, je n'ai vécu que 10 ans. Yeah. J'ai vécu que 10 ans à Lisbonne. Suffisamment pour l'aimer, mais je n'ai vécu que 10 ans. Mais pas pour vivre. Non, je n'ai pas eu de fille à Lisbonne, donc je n'ai pas de fille à Lisbonne. Mais j'aime bien la ville. Et après, quand vous êtes venu à Paris, pour vous, c'était déjà sûr que cette mode de créer et tout ça, la sculpture, c'est quelque chose? Quand je suis venu à Paris, je croyais que je ne ferais pas de la sculpture, je croyais que je ferais de l'ethnologie. Je suis venu pour faire de l'ethnologie à Paris. C'était mon idée à l'époque. Pour finir, je ne suis jamais allé au musée de l'homme, il faut le dire. Et je me suis un peu perdu dans la vie parisienne qu'on avait entre nous, café, etc. Je me suis un peu perdu. Après, j'étais boursier de la Fondation Gulbenkian pendant 2 ans, 2 ou 3 ans même. Et j'y suis resté dedans par goût. Et après, ça vous a, si vous voulez, amené à quelque chose de très particulier, de quelqu'un qui, d'une certaine façon, ne peut pas se passer de créer tout le temps, et qu'en même temps que, si vous voulez, en même temps que reste dans une espèce de secret avec son œuvre, par cette, et qui ne sent pas la nécessité de la montrer. Oui, je suis très isolé. J'avais un copain, que je ne vais pas citer le nom, qui disait que je vivais en tant que cobra, que je vivais no buraco, et c'est vrai. Moi, ce qui me plaît, c'est faire. Oui. Une fois que c'est fait, c'est fait. C'est plus mon affaire. Une fois que c'est fait, c'est plus mon affaire. Ce qui m'intéresse, c'est faire. Après, parfois, ça se détruit, parfois, etc.
C'est faire. Et vous ne regrettez pas d'un certain nombre d'œuvres que vous avez faites de ne pas les avoir maintenant avec vous? D'œuvres? Ouais. Non. Non. Non, je ne regrette pas. C'est quelque chose, vous continuez? Non, c'est passé. Non, je les aimais au moment où je les faisais, mais après, non. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais par exemple, la sociabilité, j'ai toujours trouvé bizarre la façon dont tu vivais. Parce que ah bon? Parce que je trouvais que tu étais un type seul. Je te voyais toujours seul, etc. Ah bon? Et même à Paris, il y avait des tertulias dans plusieurs cafés. Je ne sais pas si tu te souviens du Saint-Claude. Saint-Claude, où régnait Louis-Annette Georges. Mais vous allez au Saint-Claude. À l'époque, vous allez au Saint-Claude. Ça m'est arrivé à aller au Saint-Claude, mais j'allais surtout à Old Navy. Old Navy, qui est juste en face. Il y avait deux sectes. Il y avait deux groupes. Il y a même eu trois. Parce qu'il y avait le café rue des Écoles, qui était le Select, le select aussi, le select latin. Il y a le Select de Montparnasse, il y avait le Select latin. Mais Old Navy, je me rappelle parce que j'ai commencé à aller au Old Navy grâce à vous. Je ne sais pas pourquoi, un jour ou l'autre, je me rappelle quand je suis allé au Saint-Claude parce que vous avez fait référence à quelque chose. Mais auparavant, on allait plus souvent à Old Navy, au café Old Navy, qui était le café d'Adamov. C'était ça qui m'a éloigné parce que au Saint-Claude, il y avait les Grecs. À Saint-Claude, il y avait beaucoup de Grecs, c'est vrai. Ces gens-là. Et Adamov, pourquoi vous vouliez que ça vous intéressait d'être dans le café où Adamov était? Ça vous intéressait d'être au café où Adamov était? Non, j'aimais beaucoup être dans les terrasses des cafés parisiens. Oui. Paris a cette particularité d'avoir les terrasses extérieures sur le trottoir. Et j'adorais être seul en train de fumer ma petite cigarette et voir passer le monde. La dernière fois que je l'ai vu, Adamov avait les pieds nus, juste une petite sandalette comme ça, hiver comme un été, et pas de chaussettes. La dernière fois que je l'ai vu, c'était un hiver, pieds nus, il était à Old Navy en train d'écrire. Voilà. Non, mais ça, c'est du passé, Après, j'ai arrêté la sculpture pour des raisons logistiques, parce que la sculpture coûte cher, non pas à faire, mais à conserver. Il faut un atelier, et je n'en avais pas. Et je me suis remis à la peinture pour des raisons purement pratiques, parce que là, je n'ai une cinquantaine de tableaux, mais si c'était une cinquantaine de sculptures, il me fallait plus grande. Donc, j'ai arrêté la sculpture. Mais c'est quelque chose... Après 81. Après le prix Bourdelle, vous avez... Oui. Donc ça veut dire le prix Bourdelle qui, d'une certaine façon, vous a couronné comme un grand sculpteur. Et à partir de ce moment-là, vous avez décidé de... Ça a été un peu ça, oui. Hein? Oui. Mais pour des raisons purement pratiques, c'est-à-dire que je n'avais pas les moyens d'avoir un atelier et conserver les sculptures. Et tandis que ça, on a 30 peintures là, et si c'était 30 sculptures, il fallait 4 fois cet espace, etc. Oui, c'est pour des raisons purement pratiques. Et entre-temps, je me suis un petit peu éloigné de la sculpture physiquement. Oui. Et ça, c'est quelque chose que, d'une certaine façon, vous regrettez un peu d'avoir abandonné un peu la sculpture? Regretter, c'est peut-être... Je me sens un peu un exil. Je me sens un peu un exil en faisant de la peinture. Oui, je me sens un peu un exil. Regretter, je ne sais pas. Oui. Il y a des œuvres qui vous ont, d'une certaine façon, impressionné ou faire basculer dans votre travail, dans la sculpture et dans la peinture? Mais quand j'étais adolescent, j'étais très impressionné par Brancusi. Oui. Brancusi, j'avais 15 ans quand il est mort. D'ailleurs, j'ai porté le deuil le jour où il est mort à l'école, je me souviens très bien, quand j'ai su de sa mort.
J'ai porté le deuil. J'ai toujours... j'ai découvert... Parce que à l'époque, la sculpture, c'était Rodin, c'était etc. Et Brancusi était différent. Donc, je me suis beaucoup intéressé à Brancusi et j'ai gardé l'influence de Brancusi jusqu'à il n'y a pas longtemps. Je sens encore l'influence de Brancusi, c'est-à-dire sa conception formelle, sa notion des formes de Brancusi, ça subsiste toujours. Brancusi, oui, ça m'a beaucoup marqué. Influencé, marqué, et je l'ai même copié. J'ai fait des Brancusi. Et dans la peinture que vous faites maintenant, il y a des traces de ça? Il y a un petit peu, peut-être. Oui. Mais il y a peut-être des traces. En tout cas, il y a le même esprit de Brancusi. Ça m'est resté, c'est vrai. Entre-temps, la sculpture, depuis, a beaucoup évolué, changé, etc. À l'époque, la sculpture, c'était un peu un art secondaire. Oui. Un art secondaire. Et après, dans les années 70, il y a eu des sculpteurs plus connus, etc. Donc, là, je me sens un petit peu en exil, mais ce n'est pas fort. Mais par exemple, quelqu'un qui a un travail que je pense très différent de Brancusi comme Giacometti, ça vous a intéressé? Je me souviens que très souvent, je sortais de chez moi, j'habitais à boulevard Montparnasse, Saint-Michel. J'allais au café Le Dôme à Montparnasse vers 11h du soir pour voir Giacometti qui sortait de chez lui, tout sale de blanc et tout ça, et j'allais exprès pour le voir sortir de son atelier vers 11h minuit. Oui. Vers 11h minuit, et je le voyais sortir toujours avec sa gabardine. Il restait comme ça dans le trottoir. Les jeunes lui parlaient, mais pas moi. Et j'allais souvent. J'aimais bien l'homme à l'époque. Oui. Sa sculpture, j'apprécie, mais ce n'est pas mon truc. Oui. Ce n'était pas mon truc, mais j'apprécie. Et dans la peinture? Dans la peinture, il n'y avait personne, et j'ai découvert très récemment, c'est-à-dire dans les dernières années, que je ne savais pas regarder la peinture. Ben, vous regardez... Et je pense que personne ne sait regarder la peinture. Vous regardez d'une certaine façon. Parce que je me rappelle très bien l'histoire que vous m'avez dit d'aller à National Gallery pour voir un tableau particulier. Je suis resté chez Thérèse. Oui, peut-être elle se rappelle. C'était quel tableau exactement? Où est-ce qu'il est mon téléphone? C'était ça. Donna Isabelle Ibarouba. Je suis allé exprès sans assou pour voir ce tableau. Parce que vous l'avez vu dans le passé, c'est ça? Je l'avais vu auparavant, oui. Et j'avais tombé amoureux. Et pour finir, ce n'est pas un si beau tableau que ça. Enfin. À la deuxième fois, j'ai trouvé que j'exagérais un petit peu. Mais enfin, c'est un beau tableau quand même. Le plus curieux, c'est que j'appelle ma sœur, qui me dit, moi, demain, tu vas à la galerie, mais je ne peux pas venir, je t'envoie ma sœur Isabelle, que je ne connaissais pas. Et en sortant de la galerie, j'ai vu le tableau, en sortant de la galerie, il y avait la colonnade de la National Gallery. Et d'un coup, je vois une jeune fille et je me dirige vers elle parce que c'était le portrait d'Isabelle. C'était le portrait de... Et elle se dirige vers moi, vous êtes Carlos, etc. C'était le portrait. C'est fou, ça. Et c'était Isabelle. Mais moi, je ne la connaissais pas du tout. Mais je suis attiré par la ressemblance entre elle et Isabelle. Non? Oui, à l'époque. À l'époque, oui, absolument. Et 50 ans, plus de 50 ans. Oui. Et elle m'a vu que je me dirige vers elle, il me dit, vous êtes Carlos, et après elle peut me chercher, parce qu'il était très... Elle travaillait, etc. Bon, c'était drôle. Mais ça, ce rapport que vous avez avec, par exemple, le musée à Paris, vous y allez de temps en temps pour voir un tableau? Non. Jamais. Donc, c'est quelque chose qui... En ce moment, non. Non. Pas en ce moment, je ne fais pas. Même les expositions, je ne sors plus. Et donc, et vous vivez,
Si vous avez avec idée de tous les jours vous travaillez? Tous les jours. C'est absolument, et pour vous, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Oui, c'est un peu thérapeutique et prophylactique. Oui, parce que c'est... Oui, presque tous les jours. Pas actuellement, parce que je ne suis pas en bonne forme. Actuellement, je veux dire dans les dernières semaines. Oui. Mais je travaille tous les jours. Tout ça, c'est des choses qui sont en train de se faire. Ce ne sont pas des tableaux finis. Ah oui, parce que vous faites plusieurs en même temps. Une trentaine de trucs. Et après, vous le retouchez? Voilà, je retouche, je les reprends, je les transforme. Mais tout ça est en train d'être fait. Parce que vous m'avez dit, quand je suis venu, vous m'avez dit, je vais encore retoucher les tableaux que je vais vous envoyer. Donc, c'est une œuvre qui n'est pas finie pour vous. Mais Bonnard, le peintre, lui, il vendait les tableaux et après, il allait chez le client retoucher les tableaux. Moi, je ne les vends pas, je les retouche chez moi. Non, mais je veux dire, ce sont des trucs, des tableaux très simples. Ce que je fais actuellement, je ne sais pas ce que ça vaut, évidemment, sont très simples, mais qui prennent longtemps à se faire. Donc, ils sont là depuis des mois, quelques-uns, mais ils se font petit à petit. Mais ça, c'est... Et vous... et au fond, vous sentez ça un peu comme, tu vois, qui vous appartiennent, que les autres n'ont pas à profiter de ça, ou même pas. C'est que pour moi, les autres existent très peu. Oui. C'est pour ça que je n'ai pas d'argent. L'argent, c'est les autres. Tout argent vient des autres. Et moi, je vis un peu sans les autres et sans argent. Non, les autres, je n'y pense pas. Non, mais il y a quand même 2 ou 3 personnes, des gens qui ont vécu il peut y avoir des amis, c'est sûr. Mais c'est toujours de l'ordre... Je savais que vous aviez, par exemple, un rapport avec Lourdes Castro très, très fort. Ah, j'aime beaucoup. Lourdes Castro, dans sa génération, je l'aime beaucoup. Je l'aimais beaucoup, puisqu'elle vient de partir. Oui, il y a peu de temps. Lourdes Castro. Il me semble que c'est une des plus intéressantes dans sa génération. Oui. Lourdes Castro avait 10 ans de plus que moi. Je ne pensais pas qu'elle était aussi âgée que ça. Oui, elle avait 10 ans de plus que moi. Elle devait avoir 92 ou quelque chose comme ça. Oui. Il me semble. Oui. Mais son travail est très intéressant, très intéressant. Sinon... Elle était peintre? Elle était peintre, mais aussi elle créait, elle travaillait beaucoup avec des ombres. Oui, elle était peintre. Mais le plus important de son œuvre, ce soit des silhouettes, en plastique ou des silhouettes dessinées sur, par exemple, elle en a un, c'est un drap sur un lit et dessiner une silhouette. Mais elle travaillait beaucoup le plastique aussi, oui. et de la peinture. Oui, c'était... Le sketch, c'est très intéressant. Dans son travail, vous l'aimez beaucoup aussi, Escada? Escada, j'aimais beaucoup la personne dans sa bonne période, parce qu'après, il s'est détruit tout seul. Ouais. Pendant quelques années, il s'est détruit. Mais quand il était jeune, j'ai des photos de lui, de cette époque. Il était délicieux comme personne et un très bon peintre. Très bon peintre. Oui, mais à l'époque, en 60, il y avait un petit groupe à Paris qui s'appelle le CVI, qui était constitué moi je les connaissais presque. Ça m'est arrivé d'être dans le groupe, mais dans ce groupe, il y avait 2 personnes particulières. Une, la plus talentueuse, c'était Escada, et la moins talentueuse, il s'appelait Christo. Oui, qui est devenu le plus fameux. Christo qui était hongrois. Récemment, Christo est mondialement connu et Escada n'a rien fait du tout. C'est quand même étonnant que... Escada est mort d'une façon... il a été assassiné par un... Ah bon? Oui, il a été tué par un voyou. Ah bon? Une histoire... Ah bon, je ne savais pas. Je croyais qu'il avait eu une crise cardiaque. Peut-être à la suite de cette attaque. Oui, il s'est autodétruit, Escada. C'était un très bon artiste. Mais je trouve curieux que dans ce groupe, le plus talentueux
n'a rien fait du tout. Et il n'était pas moins talentueux, il faisait des choses bizarres. C'était Christo, qui est mondialement connu. Oui, je sais. Il vient de mourir aussi. Il y avait aussi dans ce groupe, il y avait qui? René Berthelot. Il y avait René Berthelot. René Berthelot, et c'était surtout Lourdes qui s'occupait de ça. Berthelot était moins intéressant. Oui. C'était le mari de Louchka, je sais. Mais Lourdes, appartenait à ce oui, c'était elle qui faisait tout. Oui. C'est elle qui imprimait tout ça. C'est elle qui faisait le groupe. Et vous étiez un peu lié à eux à un moment? Non. Ça nous arrivait d'être ensemble, mais oui. je n'étais pas ami à eux. Non. Je n'étais pas dans leur amitié. Mais ça m'est arrivé d'être avec eux, de dîner chez eux, etc. Mais je n'étais pas dans leur relation. Et Marie-Hélène Vieira da Silva, vous l'avez bien connue, Marie-Hélène? J'ai toujours évité de la fréquenter, mais je l'ai vue 2 ou 3 fois. Oui. Pourquoi ça ne vous intéressait pas un peu à sa peinture et avec quelque chose de... Il y avait toute cette petite cour qui courait derrière et ça me gênait beaucoup. Je n'ai pas voulu appartenir à ce groupe de suiveurs de Marie-Hélène Vieira da Silva. Mais à l'époque, je l'ai un peu connue. Oui. J'ai surtout connu des amis qui étaient amis à elle et qui me racontaient ces petites histoires. Comment les gens... ces petites histoires drôles entre elles. Par contre, j'ai très peu connu et beaucoup admiré et aimé Arpad Sens. Ouais. Arpad, c'était... Tu as connu Arpad? Non, tu n'as pas connu. J'ai connu personne. Oui. Je connaissais des copains qui fréquentaient Arpad. Quand je l'ai connu, il était déjà âgé, il avait mon âge d'ailleurs. Oui. C'était magnifique, un monsieur magnifique. Oui. Qui a beaucoup joué un rôle très important dans l'œuvre de Vieira. Oui. Certainement. Mais Arpad, c'était magnifique. Marie-Hélène, je l'ai un petit peu fréquentée, très peu. Et votre relation avec, par exemple, la culture portugaise, les livres, la musique, les poèmes, de la poésie? Je lis de la poésie portugaise. C'est le Portugal, c'est le pays des poètes. C'est un pays de poètes. C'est le pays où les gens, même les analphabètes, font de la poésie. Parce que peut-être même la langue, c'est de la poésie, la langue portugaise. Donc, j'aime beaucoup la langue. Je lis de la poésie portugaise et je me dis souvent pour rire tout seul, je suis resté portugais parce que je parle la langue de Camões. Oui. Ça. C'est la seule raison qui fait que je suis resté portugais. Mais même les jeunes poètes que je connais moins bien, que je connais mal, mais la poésie portugaise est magnifique. C'est vraiment un pays de poètes. Non? Qu'est-ce que tu penses, toi? Non, je suis absolument d'accord. Donc, je suis absolument d'accord, mais moi, je ne suis pas portugais. Non, mais la poésie portugaise est une grande poésie. Très bonne. C'est la grande création des Portugais. Des Portugais, oui. De loin, de toutes les activités créatives. La poésie est... Moi, j'ai découvert très récemment Rubel, qui est un poète génial. Je ne connais pas. Ah, tu ne connais pas? Je vais le connaître. Je vais t'envoyer. D'accord. C'est très beau. Il est mort maintenant. C'était un poète en plus, tout le contraire de ce que j'aurais aimé dans un poète. Il était catholique, mais un catholique très particulier, supportable. On peut tolérer. Voilà. Et c'est un grand poète, mais j'ai été très copain avec Herbert Welder. Moi, je n'étais pas son copain, mais je le fréquentais souvent. Oui, j'ai été très copain avec lui. Je l'aimais beaucoup. Mais vous, après, par exemple, on revient un peu à Paris maintenant, 81, et vous revenez dans la peinture, et à partir de là, même si vous voulez, vous aviez un atelier après à Paris ou non, après le Oui. Oui. Vous êtes resté beaucoup d'années dans cet Non, atelier? pas beaucoup d'années, je suis resté quelques années, mais ici je suis déjà depuis 25 ans dans cette local. Mais si vous êtes là depuis 25 ans, vous avez créé beaucoup plus de tableaux que ça. Il y en a plein là. Il y a plein. Surtout des choses en papier, là c'est des choses en papier. Vous aimeriez que quelqu'un vous aide à organiser tout ça un jour? Ah oui.
Mais là, c'est tout ce qui est papier, encre de Chine, il y en a plus d'une centaine. Et des tableaux, oui. 25 ans, oui. C'est pas beaucoup. Et vous le revoyez tout le temps? Les tableaux? Oui, ça m'arrive de les sortir, dire... Oh, la peinture a ça d'intérêt, c'est qu'on peut corriger le passé. Ça m'arrive de corriger des dessins que j'ai faits il y a 50 ans, ou il y a 60 ans. Donc, de temps en temps, je sors un et je le retouche. Parce qu'entre-temps, j'ai évolué. Ça, oui. Ça, on ne peut pas faire ça. L'écriture, on peut faire ça, mais dès qu'il s'est publié, on ne peut plus faire. Ah oui, dès que c'est publié. C'est l'intérêt de ne pas publier. Ou alors, on le fait comme Bonnard, on va chez le client, on va retoucher le tableau. Quand même assez exemplaire cette relation que vous avez avec ce que vous faites, dans le sens où... parce que normalement, tout le monde qui est dans l'art, la plupart, dans la nature d'elle-même, sont des commerçants, d'une certaine façon. Oui. Et vous, vous avez pu échapper à ça, et sans avoir cette pression de... Mais vous aimez quand quelqu'un s'intéresse à une de vos œuvres et vous l'achète, c'est quelque chose qui vous plaît ou non? L'argent peut parfois, non pas me plaire, me rendre service. Mais... la relation, non, pas trop. Je ne connais même pas le prix de mes tableaux. C'est dur. Pour moi, au fait, faire ce genre de choses, c'est un peu comme l'alchimiste. L'alchimiste, l'essentiel de sa nature, ça consiste à faire tous les jours les mêmes opérations qui ont un symbolisme. Tous les jours, il doit faire une certaine opération avec des produits chimiques qui ont un symbolisme. Et cette opération est une espèce de prière qui maintient l'esprit. Et un petit peu, la peinture, c'est un peu ça pour moi. Non, mais il y a des peintres aussi qui sont... Bon, il y a des peintres aussi qui sont un peu en retrait, il y a beaucoup et tout ça, mais qui délèguent en quelqu'un, délèguent dans un galériste, quelque chose, etc. Vous avez eu jamais l'idée d'avoir un galériste, quelqu'un qui s'en occupait de vos œuvres? Non. Je n'ai pas eu l'idée ni l'envie. Ni l'envie, ni l'idée. Parce que la plupart des peintres... Le commerce n'a rien à voir avec l'art. C'est autre chose. C'est le commerce de l'art, d'accord, mais le commerce, c'est autre chose. Et ce n'est pas ma chose. Ce n'est pas mon affaire. Il y a des tableaux actuellement, peut-être c'était comme ça dans le passé, je ne sais pas trop, il y a des tableaux qui valent des millions et des millions. Et artistiquement, ça ne vaut rien. Artistiquement, c'est médiocre, disons. Récemment, il y a 2 ou 3 ans, un tableau de Picasso qui a été vendu 140 millions de dollars. Oui. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'art? Non, le commerce, c'est autre chose. Le cinéma a beaucoup besoin d'argent, mais la poésie n'a pas besoin du tout d'argent et la peinture a très peu d'argent. Mais le commerce, c'est autre chose. Pour moi. Non, le commerce de l'art est un truc en soi. C'est-à-dire qu'un livre, n'importe quoi, se vend ou se vend pas grâce aux commerçants. Le fait que tu aies du talent ou pas, évidemment, ça compte. Ça compte à la fin. Mais au départ du succès éventuel que tu vas avoir, est à peu près indifférent à partir du moment où un commerçant y croit. Mais moi, je trouve dommage de toute façon que, par exemple, toute cette période des sculptures que vous avez eues, etc., que les gens ne connaissent pas.
c'est quelque chose, d'une certaine façon, que je pense que d'une certaine façon, il faut que les choses laissent des traces et c'est dommage que si vous voulez bon que soit complètement pratiquement oublié et surtout qu'on n'arrive pas à les trouver. On ne sait pas où sont la plupart de vos sculptures. Et ça, je pense que c'est une chose, par exemple, moi j'ai ce rapport d'avoir travaillé dans cet atelier, tu vois vos sculptures qui étaient un plâtre, je pense à l'époque, grandes sculptures, et pour moi qui étais jeune et tout ça, donc très jeune, et ça me surprenait ce détachement que vous aviez un rapport aux œuvres que vous faisiez. Ça sentait ce détachement et d'une certaine façon, ça me disait, mais comment il peut se défaire de quelque chose que quand même il a inventé. Il détruit sa propre création, sa propre invention, sa propre... Ça ne m'a pas été utile, mais c'est ma nature. Oui. Ça ne m'a pas été utile, cette manière d'être. Utile pour le travail surtout. Mais c'est ma manière d'être, je ne peux pas. Pour moi, c'est normal, mais ça ne m'a pas été très utile, c'est vrai. Maintenant que je peux faire un peu le bilan, je me rends compte que ça ne m'a pas été très utile de ne pas être plus social. Plus social. Ce qui est un peu comme j'ai pu comprendre, que bien donc un peu de vos rapports, c'est pour vous aussi une façon de rester lié d'une certaine façon à la sculpture, d'une certaine façon, et c'est un travail, est-ce que par exemple dans ces 25 ans, vous avez des périodes différentes de peinture, ou c'est un peu toujours la continuité? Oui, j'ai des familles, formelles différentes. En 25 ans, bien sûr, je suis tout le temps à la recherche d'une motivation formelle différente. Mais là, je n'ai choisi qu'une. Il n'y a qu'une famille, ils sont tous de la même famille. Mais il y a j'ai d'autres choses. En plus, je ne sais pas si ça vaut la peine. Peut-être personne ne veut voir, je n'en sais rien. Personne n'a jamais vu. C'est la première fois que je vais montrer que mes tableaux vont être vus. Je ne sais pas ce que les gens vont vous dire, et je m'en fous. Je m'en fous. J'exagère un petit peu. Moi, je ferai tout pour qu'il y ait des gens qui viennent voir. Bon. Je suis sensible, mais je veux dire, je n'en fais pas un chagrin si personne ne voit pas. Parce que mon travail finit une fois que j'ai quitté le pinceau. Mais ce n'est pas fini parce que vous êtes toujours en train de retoucher. Donc, peut-être après l'expo, vous direz, bon, moi, je vais reprendre tous les tableaux pour les retoucher encore. Moi, j'aimerais savoir si on pouvait voir un ou deux pour simplement... Tout ça est inachevé. Oui, OK. Ceux qui sont achevés et qui vont partir sont à côté. Oui. Bon, je ne peux pas. Je voulais vous montrer un tableau, mais je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. Ouais, par exemple, ça, tiens, tire. Attends. Chose différente, mais je ne sais pas où. Je ne sais pas où il est. Les œufs, tu cherches, Carlos? Je cherche ça. C'est ça? Par exemple. Ça, c'est une autre famille. C'est plutôt des trucs de ce style-là. Voilà. Par terre. Voilà. Tu regardes là. Oui. Il y a le même... oui. Il y a 60 ans de différence. Et c'est la même chose. C'est drôle. Il faut qu'on dit... Mais je n'en ai pas conscience.
Oui, les artistes sont toujours la même chose, c'est ça, hein? Ce n'est pas fait consciemment, mais pourtant c'est la même chose, regarde. Oui. Voilà, ce que j'ai choisi, c'est des trucs comme ça du bas. Oui. Qu'est-ce que tu... Ça peut aller? Ah oui, c'est magnifique. Oh. Ce qui est génial, c'est voir la sculpture en même temps. Il y a 60 ans, entre le tableau et l'autre, mais inconsciemment. Il y a 60 ans. Hein? Il y a 60 ans. Oui. Ben, l'autre, je l'ai fait en 1960. Lequel? La sculpture la à sculpture, côté. Oui, d'accord. Ah non, pas trop. Et Herbert Weld, elle l'avait vu, il avait beaucoup aimé, tiens. La sculpture, Qui? La sculpture ou le tableau? La sculpture. Non, le tableau, il était déjà mort. La sculpture, c'est de 1960 et celui-ci, c'est de cette année. Donc, il y a 60... Faites les comptes, je ne sais pas faire les comptes. C'est drôle. Bon, voilà. Moi, c'est ça. Oui. Si ça ne plaît pas, tant pis. Ah non. Et si vous trouvez que ça vaut le coup de faire une expo... Oui, absolument. Ça, c'est... Je les avais vus déjà ici, donc la décision était prise. Hein. Après, aux gens de juger. Mais le truc du haut, par exemple, c'est très, très, très laborieux. Ça a l'air tout simple, mais c'est très laborieux. Parce que vous prenez... C'est fou. C'est curieux. Ouais. Vous prenez des jours et des jours pour... pour corriger, pour déplacer une ligne, etc. etc. Oui. C'est très laborieux. Mais je n'ai pas besoin que les gens sachent si ça prend 5 minutes ou 5 ans, c'est pareil. Quand vous commencez un tableau, vous avez déjà l'idée à peu près précise où vous arrivez une idée vague. Oui. Après, un tableau se fait par le dialogue entre le peintre et le tableau. Oui. Le tableau propose des choses que tu acceptes ou non, et toi, tu proposes des choses que le tableau accepte ou non. Oui. Donc c'est ce dialogue qui est long, qui est très long. Parfois, je déplace de 3 mm une ligne, etc. Et vous êtes arrivé à recommencer... Je raconte ça en tant qu'anecdote. Non, mais par exemple, vous arrivez à commencer et après recommencer complètement un tableau. Oui, oui. Presque tous. Mais j'ai des choses très différentes d'une autre époque, mais je ne veux pas faire des mélanges actuellement. Je vais seulement vous montrer que ça va être un truc comme ça, très simple. Oui. Très, très simple. Et la solitude, c'est quelque chose qui a été toujours en vous. Quoi la donc? solitude. On dit peut-être, j'y pense pas, mais peut-être, oui. Quand j'étais enfant, j'aimais bien jouer tout seul à mes trucs. Il se peut, peut-être. Par exemple, pour ce qui est de mon travail à moi, j'ai fait la triste constatation qu'il n'y a pas aucun tableau qui me console quand je suis en bas de forme. Non, il va falloir recommencer à zéro et faire des tableaux consolants qui me consolent. Non, aucun de mes tableaux ne me console. Donc c'est une œuvre inachevée pour vous. Oui. Mais moi je regarde le tableau. Mais il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de haine, mais il n'y a pas non plus de console. Le tableau, c'est un élément de la vie un peu particulière, récente. Parce que la peinture avant c'était plutôt murale, et c'est qu'au XVe siècle qu'on a commencé ce système du tableau. Et après le tableau devient une chose particulière, le format tableau. On a une relation particulière avec un tableau. Il y a des gens qui, si leur maison est en feu, ce qu'ils vont chercher, c'est le petit tableau qui était... il y a une relation particulière avec le format, oui, mais c'est ça l'objet tableau. La force de certaines œuvres et même les tableaux en rapport aux gens, c'est ça.
qui sont complètement attachés eux. Donc ça, c'est un bon exemple. Non, Quand ça le brûle, tableau. ils vont se chercher. Et ce n'est pas par sa valeur, c'est simplement quelque chose qui les a dit quelque chose dans la vie. Oui, je ne sais pas comment. C'est le truc que dit Coppola à propos du cinéma. Il dit que l'artiste, c'est la personne qui arrête le temps. Ouais. Qui arrête le temps. L'artiste. Capable d'arrêter le temps. Or, les seuls artistes qui savent arrêter le temps, c'est les peintres et les photographes. Les photographes. Ouais. Ils arrêtent le temps. Ouais. Et moi, sur mon bureau, j'ai une photo de mon père qui m'apprend à nager. Je ne me souviens même plus de ça du tout, parce que j'étais tout petit, je suis dans les bras de mon père et il m'apprend à nager. Et c'est incroyable, c'est arrêté là. Il y a mon grand-père là derrière. C'est une très mauvaise photo parce que l'appareil avait une entrée de lumière, donc toute une partie du tableau est un peu brûlé. truc. Mais c'est une impression de réalité que je n'ai nulle part ailleurs. Même pas avec le réel, parce que le réel bouge et change tout le temps. Et là, c'est le temps arrêté, un moment incroyable qui est un souvenir maintenant, un souvenir pour moi, mais qui n'est pas fait exprès pour être un souvenir. C'est quelqu'un qui a, je ne sais même pas qui est le photographe, mais qui a arrêté le temps. Et l'artiste, c'est ça. C'est le type qui est capable d'arrêter le temps. C'est vrai. Ouais. Enfin, il n'est pas que ça, mais ça, il peut le faire. Non, mais c'est vrai. Et le peintre et le photographe, de deux manières différentes d'ailleurs. Ils arrêtent le temps. Ils arrêtent le temps de deux manières différentes. Mais cette relation au tableau, à l'idée de tableau, je ne l'ai pas encore bien compris. Mais elle existe et elle est forte. Chez tout le monde. Mais il faut qu'on parle un peu de temps en temps entre nous. Ben oui. Il faut qu'on profite de ça pour qu'on puisse se voir un peu plus. Très bien. Que je vienne ici boire de temps en temps un café avec vous, rester un moment. Paul, de très en temps. Hein? Très de temps en temps. De temps en temps. Mais déjà qu'il puisse avoir un deuxième ou troisième temps, c'est déjà pas mal. Hein? Il y a un moment où on s'est vu beaucoup, c'est quand tu habitais le 33e, je ne sais pas, donc on se voyait rue de Bretagne. Oui, on était presque voisins dans le même quartier. Moi, j'avais 24 ans. Tu étais rue Capon, non? Chapon. C'est ça, ouais. Chapon. Chapon, l'a bien nommé. Malraux disait le cinéma est une industrie, mais c'est aussi un art. Oui. Au fait, c'est une industrie qui n'est un art que lorsqu'il est fait par des artistes. Ouais. C'est comme la cuisine. Ouais. La cuisine que j'ai fait et que j'aime faire, maintenant, pas maintenant, on a eu un restaurant ensemble. Oui. Juste à côté du musée Picasso. Juste à côté du musée Picasso. Parce qu'à un moment, j'ai découvert qu'au fait, qu'est-ce que c'est que la sculpture? Et j'ai conclu que c'était manipuler la matière. Bon, à l'époque. Et la cuisine, c'est ça. C'est manipuler esthétiquement la matière. C'est donner de la forme esthétique à ce qu'on mange, la cuisine. Et c'est exactement la même chose. Et vous cuisiniez dans ce restaurant? Oui, je faisais la cuisine dans ce restaurant qu'on a créé tous les deux. Tout ça. Il a eu beaucoup de succès. Il a eu beaucoup de succès. Il y avait des jours où les clients demandaient à ce que Carlos sorte de la cuisine pour l'applaudir. Oui, c'est arrivé. Parce que c'est quoi donc, je répète, c'est manipuler la matière esthétiquement. Je tiens beaucoup à ce mot démodé qui est l'esthétique. Oui. Dans l'esthétique, il y a le mot éthique aussi dedans. Il faut en tenir compte. Oui. Mais j'allais dire quelque chose que... Évidemment que l'esthétique comporte en soi une éthique. Ça, voilà. Ouais. Chaque esthétique a son éthique. Oui. C'est dedans. Oui, tu disais que tu comptais beaucoup, que l'aspect esthétique comptait beaucoup pour toi.
Oui, 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 oui. L'esthétique visuelle, parce que dans le cas de la cuisine, il y a la perception visuelle et puis la perception gustative, bien sûr, et textuelle, le mâcher, etc. C'est plus complet. Ah, la cuisine, c'est un grand art. C'est un grand art. Mais ce n'est fait que par des artistes que si on est artiste. Sinon, c'est de la cuisine de tous les jours. C'est comme le cinéma. Tout le monde peut faire du cinéma, mais ce n'est un art que si c'est fait. Non? Oui, absolument. Que si c'est fait par des artistes. Et il y en a. Il y en a. De moins en moins. De moins en moins, tu trouves? Non, il y en a. Sauf que. Une chose qu'on vous parlerait, il y a une discipline, une espèce, vous sentez qu'il faut peindre tous les jours un certain nombre d'heures, ou c'est absolument selon votre humeur? Moi, non, je n'ai pas de discipline à ce point. C'est quotidien, mais ça peut être, je peux être en train de manger la soupe et d'un coup, et vous avez, j'interromps parce qu'il y a une chose à faire. Mais je n'ai pas de discipline. Si vous sentez ça, c'est une habitude. Si vous sentez ça maintenant, n'hésitez pas. Hein, si vous avez... Mais ça peut arriver. Oui. De la mesure où je vis dans mon atelier même, ce qui est... C'est pas la meilleure des choses. Mais enfin, ça me permet de ne pas avoir cette discipline qui travaille de 9h à 7h, etc. Non, je ne peux pas. Et puis, il y a des jours où je ne peux plus le voir. Plus du tout. Ouais. Ça peut arriver. Non, c'est ça. Donc, on crée. Donc, il y a quelque chose de, comme on dit, un peu presque sensuel dans le rapport que vous avez au tableau. C'est quand vous avez envie, quand vous créez. Oui, quand l'envie prend forme, une forme précise, oui. C'est très beau. C'est très spécial. Mais c'était une circonstance personnelle. C'est que moi, je n'ai pas fait de service militaire, donc je n'avais pas de problème. Les autres, ils sont venus de force. Ils étaient obligés de déserter, oui. Ils sont venus à contre-cœur. C'est pour ça, ce sentiment. Il y a beaucoup qui sont... Et moi, je suis venu volontairement. Oui. Moi aussi. D'ailleurs, je suis venu volontairement, donc je n'avais pas ce sentiment. Mais les autres étaient là de force. Les uns à cause de la police et les autres à cause de la guerre en Angola. Toi, c'était la police. Moi, la police, mais avec police ou sans police, je serais venu. Non, je serais venu beaucoup. C'est-à-dire en 62, un temps du paysage concert du Seychelles ont eu une bourse de la Gulbenkian qu'ils ont partagée parce qu'ils avaient fait la demande tous les deux et un seul a eu. Et ils étaient convenus que si un seul l'avait, ils partageaient la seule bourse entre les deux. Ils sont venus donc. Et moi, je me suis dit, je vais les rejoindre. J'ai été arrêté par la police. Donc, je n'ai pas pu partir. Et après, j'ai été arrêté à nouveau avec ces inventaires. Et une troisième fois, et là, je suis resté 6 mois en prison pour des raisons anecdotiques qui sont très compliquées à raconter, donc je laisse ça de côté. Mais enfin, aussitôt que j'ai sorti enfin, je me suis dit, avec passeport ou sans passeport, je pars à Paris. Ah bon. Et c'est comme ça que je suis parti, aussitôt sorti de prison, hein, pratiquement. J'ai eu la chance de faire un assistant dans un film français qui se tournait à la frontière du Portugal et de l'Espagne. Donc, vous profitez pour partir immédiatement. Mais je suis parti sans aucune volonté de rentrer au Portugal. Pour moi, c'était définitif. D'autant plus que je pensais que Salazar allait durer... toute la vie. Toute la vie. Moi, j'ai su du 25 avril dans l'atelier. Quand je suis arrivé ce matin-là. Non, Paolo, c'est pas. C'est inclusivement moi qui a payé prêté.
Pour le retour à Lisbonne. Absolument. C'est comme ça que j'ai pu rentrer voir, mais j'ai resté très peu de temps. J'ai resté une semaine. 2 ou 3 jours, oui. Et après, j'ai connu Anna dans la manif. Et après, on est revenu à Paris. Non, mais je me souviens de ce détail. 74. 74, oui. Non, en payant le voyage par la Lisbonne, c'est la seule participation que j'ai eue à la Révolution. Non, c'est que quand il y a le 25 avril, moi, je n'y ai pas cru du tout. Non, on ne savait pas, on se rappelle non, qu'on parce savait que pas. la nouvelle, c'est l'armée qui fait la révolution. Non, mais c'est l'armée, la dictature. Oui, donc je n'ai pas cru. Oui. Lui, il a cru. Et ma seule participation, c'est de lui prêter l'argent pour aller à Lisbonne, à la manifestation, qu'il m'a rendu après. Non, moi non plus, j'ai pas cru, j'étais à Rome. Vraiment, je suis très touché que vous permettez que l'exposition puisse avoir. Moi, je suis encore plus touché que quelqu'un me mette les tableaux dehors, encore plus touché. Cela dit, si ça n'avait pas existé, je continuerais à peindre. Non, je sais, je sais. C'est pas ça qui arrêtera votre rapport avec... Je ne suis pas un forcené des expositions. Non. Enfin, donc... Il y avait un poème qui m'avait... un vers qui m'avait beaucoup impressionné quand j'étais tout jeune. C'est le... E aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando. O que eu... É Camões. É Camões. E aqueles que, enfin, para as armas e os barões assinalados, etc. E aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte. Mas dit tout jeune, 10, 12 ans. Hein. Cette idée m'a imprégné. Et je pense que même quand je ne serai pas là, mais je continue, mes œuvres continueront, même si elles sont mauvaises. Non. Peut-être elles sont mauvaises, mais elles continueront quand même. Ça fait un peu partie de ça. Ça, c'est la chance des artistes, que les gens normaux n'ont pas. C'est de laisser des traces pour le futur. Mais c'est par bêtise, à mon avis, c'est dommage. C'est dommage. De toute façon, on ne peut pas vivre sans Camões. Mais c'est vrai. C'est incroyable. Oui. Enfin, nous, ce qu'on lit, c'est du portugais déjà modernisé. Oui, c'est pas comment il a écrit. C'est pas exactement ce qu'il a écrit. Mais ça reste vraiment un truc à part. Mais enfin, on revient à ce qu'on avait dit. Mais vous le réalisez... tous les poètes portugais sont bons. Vous le réalisez souvent? Oui. Camões. J'ai 3 ou 4 livres, dont un, c'est de Camões. Mais c'est un livre fait par des Portugais, et la moitié du livre a ce sens et l'autre moitié a ce sens. Il est mal fabriqué, il est à l'envers. Mais je lis, et parfois je lis aussi par téléphone. D'un coup, j'ai besoin d'un vers de Camões. C'est curieux. Alors que je ne suis pas du tout littéraire. La littérature, pour moi, c'est une chose étrangère. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai envoyé un tableau au Portugal pour une exposition. Et tous les gens ont la manie de mettre des titres au tableau. Moi, je ne voulais pas mettre de titres. J'ai mis un code barre. Un code barre. Et dans le catalogue, ils ont reproduit le code barre. Qui n'est pas vrai, mais bien sûr, n'est pas bon. C'était une manière de ne pas utiliser de la littérature liée à la peinture. Pour moi, non, la littérature m'est étrangère complètement. Et la musique? Et la musique? Non, la musique, c'est au contraire. Ça, je sais. La musique, oui. Ça, mon rêve serait faire du Schubert. Si j'avais un rêve, ce serait faire du Schubert. Non, la musique, c'est super important. Mais actuellement, j'écoute plus parce que je n'écoute plus. Le son n'est plus le même, j'écoute plus.
Mais à longtemps, je ne sais pas, oui. À l'atelier, on avait de la musique. Il y avait toujours la musique. On avait de la musique toute la journée. Toute la journée, c'était magnifique. Et c'est super important pour moi. Ça a été. Et de ce que j'aimerais, j'aurais aimé faire du Schubert, mais j'arrive pas. C'est très difficile. Vous le faites il faut être Schubert pour le faire. Vous faites la